Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar, a remis hier le rapport annuel 2012 de son institution au Premier ministre Django Sissoko. C'est un recueil des attentes et propositions des Maliens. Nando Dambélé nous donne les détails. En remettant son rapport annuel au Premier ministre, le président du Conseil économique, social et culturel respecte une tradition, celle consacrée par l'article 107 de la Constitution de 1992. Document de 551 pages, le rapport annuel 2012 du Conseil économique et social se veut un recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile malienne. Je ne doute, Monsieur le Premier ministre, pas que le recueil annuel 2012 soit un instrument pour orienter les pouvoirs publics dans leur prise de décision au plan économique, social et culturel. Recevant le document des mains du président du Conseil économique, social et culturel, le Premier ministre Django Sissoko l'a remercié et félicité pour la qualité du travail accompli. C'est le lieu vraiment de vous féliciter pour tout ce que vous avez déjà fait, pour ce que vous êtes en train de faire. Et malgré les difficultés actuelles, je salue votre initiative de poursuivre cette année encore votre mission à travers le pays et à l'extérieur de notre pays. C'est les vraies préoccupations de nos compatriotes. Tout en rappelant l'importance du rôle de la 8e institution de la République, le Premier ministre Django Sissoko a exhorté son président à persévérer dans sa mission et l'a rassuré de son soutien total. Rencontre hier des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de la Délégation générale aux élections. Objectif, comprendre les modes opératoires d'établissement des listes électorales par les commissions administratives et les processus d'élaboration du fichier électoral biométrique. C'était l'occasion d'évoquer le vote des personnes déplacées et des réfugiés. Adam Kodjo nous en parle. Dans la perspective de l'organisation des élections générales de 2013, le gouvernement de transition a dans sa feuille de route opté pour les fichiers biométriques. L'élaboration de ces fichiers exige un mode opératoire nouveau. C'est pour évidemment s'imprégner de cette nouveauté que la Commission électorale nationale indépendante s'est inscrite à l'école de la délégation générale aux élections. Ce qui est important, c'est les documents qui seront utilisés sur le terrain. C'est les différentes opérations qui vont être menées. Donc, il était important que les membres de la CENI sachent effectivement en quoi consiste même l'établissement des listes électorales biométriques. Mais avant tout, nous avons tenu à définir ce que c'est la biométrie et surtout à faire comprendre les avantages et les limites aussi de la biométrie. Parce qu'on a tendance à croire que la biométrie est une panacée. Je l'ai dit à tous les niveaux et dans tous les pays que la biométrie est nécessaire, voire indispensable pour la fiabilisation du fichier électoral, mais la biométrie ne résout pas tous les problèmes qui sont liés à la mise en œuvre du processus électoral. Selon les schémas présentés, l'élaboration du fichier électoral biométrique nécessite l'implication de 3 structures. Il s'agit du ministère en charge de l'administration territoriale, des commissions administratives d'établissement des listes électorales et de la DGE. Les membres de la CENI ont été informés que les dispositions sont prises pour que les déplacés et les réfugiés puissent voter. Cependant, la DGE, qui attend quelques 400 ordinateurs de travail, prévient qu'à l'état actuel, les textes demandent la possession de la carte NINA et celle d'électeur pour pouvoir voter. Et dans le dispositif technique que nous avons défini pour procéder à l'établissement des listes électorales dans les zones stables, les mêmes dispositifs sont à peu près reconduits pour ce qui concerne l'identification, l'inscription et le vote et des déplacés et des réfugiés. Nous retenons que la délégation générale travaille d'arrache-pied pour pouvoir jouer pleinement sa partition. Naturellement, il y a quand même des problèmes techniques auxquels elle est confrontée. Nous espérons que ces problèmes vont être résolus dans les très prochains jours. Les électeurs potentiels enregistrés par la délégation générale aux élections sont au nombre de plus de 6 900 000.
Et puis ce constat, les prix des denrées ne sont pas stables et cela est inadmissible. Ces mots sont du secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Pour Chaka Diakité, la flambée des prix a atteint son paroxysme, une situation qui met à rude épreuve le pouvoir d'achat des Maliens. Pour en savoir davantage, suivons cet entretien qu'il a accordé à notre reporter Mohamed Diarra. Ce salaire qui est le revenu essentiel du travailleur malien ne lui permet plus de vivre. Tellement les prix sur le marché sont inabordables. Sans prendre en compte l'équation revenu-prix sur le marché. Vous êtes sollicité d'avance pour fixer les prix? Comment ça se passe? En vérité, l'Union nationale des travailleurs du Mali, en son temps, avait demandé et obtenu du gouvernement et du Conseil national du patronat du Mali à ce qu'on mette en place un Conseil national des prix, structure qui permettrait de regrouper tous les partenaires, d'échanger sincèrement pour fixer des prix en fonction du consensus qui s'y dégageait. Aujourd'hui, force est de constater que ce Conseil national des prix, instrument privilégié de régulation du marché, est totalement contourné aujourd'hui. Aujourd'hui même, le constat est encore pire. Sur le marché, les prix annoncés ne sont pas les prix appliqués. Je pense pour qu'un gouvernement atteigne ses objectifs, il a besoin de beaucoup de stabilité, de cette paix pour le développement et la tranquillité de notre pays. Et c'est pourquoi nous, Union nationale des travailleurs du Mali, nous disons que ces prix qui sont en train de se fixer n'engagent pas la centrale syndicale. Nous avons demandé à nos militants que chacun fournisse un effort pour le patriotisme. Il y a des moments où il faut appliquer le véritable principe du partenariat. Aujourd'hui, l'UNTM lance cet appel au gouvernement et à tous les décideurs. Actualité hors du Mali et au Togo, précisément, la fonction publique est paralysée par une grève de 48 heures. Le personnel des hôpitaux, de l'éducation, de l'administration publique demande au gouvernement une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail et de retraite. Sans accord, dans les 2 jours, les grévistes menacent de reconduire leurs actions, cette fois-ci sans service minimum. Cette grève intervient aussi dans un contexte marqué par la rupture entre le gouvernement et ses opposants, dont certains sont même arrêtés. Grève dans la fonction publique togolaise. Les personnels des hôpitaux, de l'éducation nationale et des administrations publiques ont lancé un mouvement social de 48 heures. Le mouvement reconductible a été fortement suivi dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. Les revendications portent sur les salaires, les conditions de travail et de départ à la retraite. Que ce soit de l'enseignement, de la santé, l'administration générale, tout est paralysé. Ça veut dire que ce n'est qu'une partie remise. Si nous ne sommes pas satisfaits, dès lundi, nous entamons la 2e phase. Et ce serait la phase la plus dure. Il n'y aura même pas de service minimum. Une assemblée générale regroupant l'ensemble des syndicats de la fonction publique devait se réunir lundi soir pour envisager la suite du mouvement. Au fur et à mesure que nous allons constater la mauvaise foi du gouvernement, tous les travailleurs vont se rendre compte qu'il faut mieux s'associer à Synergie pour que la lutte soit encore plus intense. Si le gouvernement ne fait rien jusqu'à 17 heures, je pense que la journée de mardi sera catastrophique. Cette agitation sociale intervient dans un contexte de forte tension politique. Des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté la semaine dernière à Lomé pour demander la libération de plusieurs militants emprisonnés. Le gouvernement a demandé la suspension du mouvement de grève, condition préalable à l'ouverture de négociations. Réunion d'échange ici au Mali entre le ministre de l'Énergie et de l'Eau et le directeur de l'Agence du développement des entreprises en Afrique. De cette réunion, il ressort que le besoin en énergie au Mali s'élève à plus de 630 milliards de francs CFA. Une réunion qui a été suivie par Youssouf Diakité. Pour développer ce pays,
À travers cette réunion, les responsables de l'Agence de développement des entreprises en Afrique voulaient se faire une idée exacte des projets existants au niveau du département de l'énergie et de l'eau, avant de passer au financement des plus pertinents, du moins ce qui les intéresse. Nous avons toute une série de projets qui passent par la réalisation de centrales de production d'énergie, passent par la réalisation des lignes de transport, des lignes de distribution et même aussi par la maîtrise et l'efficacité énergétique. L'objectif recherché, selon les responsables de l'agence, est de faire contribuer l'énergie au développement durable du pays et surtout augmenter le taux d'accès à l'électricité qui est de 31% en milieu urbain et de 17% en milieu rural. Car les potentialités en éolien, en biomasse et en solaire existent et les besoins d'investissement s'élèvent à plus de 600 milliards de francs CFA pour le secteur de l'énergie. Nous réalisons des forages qui sont couplés maintenant avec des énergies renouvelables et qui permettent donc de réduire le coût de réalisation donc, de ce projet, donc rendre beaucoup plus accessible donc, ce projet aux populations les plus démunies. Le taux d'accès à l'eau au niveau national était de 76% au 31 décembre 2012. Mais plus de 1400 villages et fractions ne disposent pas de points d'eau. Alors, pour relever ces défis, les besoins financiers sont estimés à 40 milliards par an, toute chose qui inquiète le ministère de l'Énergie et de l'eau. Nos entreprises d'électricité et d'eau sont actuellement confrontées à des problèmes liés à la continuité et à la qualité de leur fourniture dans un contexte financier particulièrement tendu. La maîtrise de ces facteurs exige des investissements lourds dont la mise en œuvre pourrait être favorisée par des partenariats comme ceux attendus des entreprises européennes et maliennes. En tout cas, le ministre insiste sur la conjugaison des efforts, surtout l'accompagnement des partenaires financiers pour la réalisation rapide de ces différents projets. La première session 2013 de la Cour d'assises de Caille s'est ouverte hier. Une soixantaine d'affaires impliquant une centaine d'accusés sont inscrites au rôle de cette session. Des affaires qui vont de l'assassinat à la détention d'armes à feu ou de guerre. De Caille, le reportage de Kansuto Kanouté. Pour sa première session, au titre de l'année 2013, la Cour d'assises de Caille aura à juger 62 affaires, entre autres le vol, le viol, l'assassinat, la pédophilie, les coups mortels, et ce sont 111 accusés qui devront répondre de ces faits. Je ne vous demande pas, Monsieur le Président, autre chose que de débarrasser notre société malienne qui a envie de se développer, de le débarrasser des rebuts, de ceux qui ont choisi, Monsieur le Président, la violence comme voie, comme fin de moyen Monsieur le Président, pour s'émanciper. C'est contraire à notre idéal de démocratie. À propos de la crise sécuritaire, le procureur général a dit que le Mali ne mérite pas cela et espère que les intellectuels maliens, la société civile du Mali et surtout la classe politique en tireront les meilleurs enseignements possibles, car cette situation dramatique, selon Moussa Bakayoko, n'est autre chose que la somme de nos indifférences, de nos silences coupables face à une manière de gouverner. Quant aux représentants de l'ordre des avocats, il a invité la Cour à rendre des arrêts justes et équitables afin de convaincre les pessimistes qui disent que la justice est amère. Aux magistrats professionnels que vous êtes, déjà rempli la tâche, le barreau a peu de choses à vous dire, sinon le vœu d'avoir des arrêts justes. Moussa Bakayoko, procureur général, a souhaité que le président qui sera élu en juillet puisse bâtir un Mali nouveau où les institutions seront confiées à des hommes et à des femmes capables de les animer, avant d'ajouter qu'il faut que l'État retrouve toute son autorité et que l'on lutte contre l'injustice, le clientélisme, le favoritisme et le népotisme qui freinent tout processus de développement. À noter que 6 assesseurs ont prêté serment. Et nous restons à Caille pour parler de cette opération dénommée Opération Enfant de Noël qui est à sa 3e édition. Et pour cette édition, dont le lancement a eu lieu dimanche dernier, donc plus de 15 000 cadeaux constitués de jouets, de vêtements et de matériel didactique d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA seront distribués dans le cercle de Caille. C'est dans une grande joie donc que les enfants du camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Caille ont reçu ces cadeaux. Et c'est ce que nous dit un de nos correspondants à Caille, Mahamadi Alioubari. Ce sont les enfants du camp Mamadou Lamine Dramé de Caille qui étaient à l'honneur pour le lancement de cette 3e édition de l'opération Enfant de Noël. Ils ont reçu des cadeaux constitués de vêtements, de matériel didactique et de jouets. Nos voyants soldats sont en train de se battre sur le front.
ils ont leur famille dans les camps. C'est une marque de solidarité et de reconnaissance à leur égard. Parce que qui rend joyeux un enfant, rend joyeux sa mère, son papa qui est au front, ça lui remonte le moral, ça lui réconforte. Et nous rendons joyeux tout le camp militaire. Le commandant de la 4e région militaire, le lieutenant-colonel Fagimba Keita, qui présidait cette cérémonie, s'est dit satisfait de ces gestes hautement symboliques. Nous sommes dans la dynamique de contribution à l'effort de guerre. C'est une façon aussi. Donc on est très heureux que cette année, le camp Lamine Dramé a abrité ces donations. L'occasion était opportune pour le coordinateur régional de l'opération Enfant de Noël de rappeler à l'assistance comment est née cette opération. L'opération Enfant de Noël est née depuis les États-Unis. Nous savons que là-bas, à chaque fête de Noël, les enfants ont un cadeau à travers leurs parents. Ils ont appris que dans d'autres coins du monde, il y a des gens qui n'ont pas accès à ces cadeaux. Et cela les étonne beaucoup. Ainsi, ils ont exigé à chaque fête de Noël que leurs parents fassent 2 cadeaux. Donc le premier cadeau c'est pour eux, le deuxième cadeau serait collecté pour des enfants dans d'autres coins du monde qui n'ont pas accès à ces cadeaux. Au cours de cette opération dans le cercle de Caille, plus de 15 000 cadeaux composés de matériel didactique, de vêtements, de jouets seront distribués pour un montant global d'environ 300 millions de francs CFA. Retour à Bamako et direction le centre Djoliba à présent qui a rouvert ses portes. Cela après une année de fermeture. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse et c'était au siège de la dite structure. Modibo Soare était présent pour nous et suivons son reportage. Ce point de presse marque la reprise effective des activités du centre Djoliba de Bamako. La structure avait fermé ses portes en avril 2012 et remercié tout son personnel par la même occasion. Quelques mois après, une série de concertations a été menée auprès des personnes ressources sous la direction de Monseigneur Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako, pour relancer les activités de ce centre historique avec bien évidemment de nouvelles orientations. En rouvrant désormais ses portes, le centre Djoliba met en veilleuse un certain nombre d'activités qu'il avait pratiquées pendant longtemps, comme la formation, la promotion féminine et l'enfance. Bref, tous ces programmes qu'il exécutait avec l'appui de partenaires stratégiques et financiers. Peut-être qu'un jour, il y reviendra sous une forme ou une autre. Le centre Djoliba nouveau se focalisera dans un premier temps sur ces 2 activités fondatrices, la documentation et les conférences débats. La documentation bibliothèque a été réouverte depuis plusieurs mois. Elle a déjà retrouvé son rayonnement d'antan. Nous voulons l'enrichir d'un nouveau concept, un nouveau produit répondant à un besoin réel. Il s'agit de l'initiative « Un livre, un auteur », une manière de pousser les Maliens à la lecture et à l'écriture. Les conférences débats, c'est le concept qui a marqué des générations entières de Maliens depuis la création du centre Djoliba. La réflexion est en cours pour mettre en place un comité pluridisciplinaire responsable des débats publics au centre Djoliba. Pour ce nouveau départ, l'institution va s'atteler à réfléchir sur ses fondements statutaires et réglementaires afin de se doter d'une personnalité juridique en s'insérant mieux dans l'organigramme de l'église de l'archidiocèse de Bamako. Structure d'appui pour le renforcement des capacités d'intervention des acteurs du développement dans notre pays, le centre Djoliba a été créé en janvier 1964 et s'est défini comme une organisation d'inspiration chrétienne catholique. L'hydrocéphalie, c'est le sujet que traite Focus Santé, une maladie que l'on rencontre chez les enfants. Par exemple, si la tête de votre bébé grossit très rapidement dès le bas âge, n'hésitez pas à consulter urgemment un neurochirurgien. Ce facteur peut même menacer la vie de l'enfant dont l'état général n'est pas bon. Heureusement, consulter à temps. Le traitement de l'hydrocéphalie se fait avec succès en 30 minutes pour une opération à l'hôpital du Mali. Le magazine Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. Hôpital du Mali, le neurochirurgien opère un enfant de 20 mois pour une hydrocéphalie.
La petite Aminata avait une tête si grosse qu'elle avait de la peine à la relever. Elle était à peu près comme ses autres enfants dont l'état inquiète les parents. Heureusement que le traitement chirurgical de l'hydrocéphalie a évolué. L'opération qu'on a faite aujourd'hui est une intervention neuro-endoscopique qui consiste, avec une petite ouverture, comme vous l'avez constaté, à descendre à l'intérieur du crâne, du cerveau, par les cavités de ventricules, à permettre la communication entre les ventricules. Et secondairement, les plexus choroïdes, c'est comme des fleurs, des bourgeonnements à l'intérieur de ces cavités ventriculaires sont responsables de la fabrication du liquide céphalorachidien. Alors, il suffit en ce moment-là de les cauteriser, de les coaguler pour qu'il n'y ait pas d'une production excessive du liquide céphalorachidien. La plupart des enfants qui naissent avec cette pathologie dans les régions reculées ne parviennent pas à Bamako parce qu'on estime qu'ils ne sont pas viables. Alors, c'est le lieu de dire que ces enfants sont bien viables, qu'on peut les traiter et qu'on peut les guérir. Une tête grosse, des signes de strabisme et un état général de visu pas très fameux, voilà quelques signes extérieurs d'un enfant souffrant d'une hydrocéphalie. Cette augmentation du volume de la tête est due à une accumulation du liquide céphalorachidien à l'intérieur de la boîte crânienne. La principale cause de cette maladie, c'est un problème de circulation du liquide céphalorachidien qui nourrit le système nerveux. L'un des ventricules ne communique pas avec l'autre. Secondairement, les causes infectieuses, comme dans les pays en voie de développement, il y a beaucoup de méningites. Ces méningites sont responsables, sont l'une des causes principales de ces hydrocéphalies. La troisième cause, c'est la cause tumorale. Des tumeurs à l'intérieur de la boîte crânienne peuvent être également responsables de ces hydrocéphalies. Dans le cas qui nous concerne ici, une augmentation du liquide céphalorachidien, une augmentation de ce liquide dans les ventricules se fera aux dépens de la substance cérébrale, donc du cerveau. Le groupe le plus atteint d'hydrocéphalie est constitué d'enfants de 0 à 1 an et même plus qui naissent avec leurs problèmes. À l'hôpital du Mali, où la prise en charge de la maladie se fait avec succès, avec un bon bilan préopératoire, 30 minutes suffisent pour l'intervention chirurgicale salvatrice. Alors, si on arrive à contenir la production normale ou excessive du liquide céphalorachidien et à permettre une communication normale entre les ventricules, l'hydrocéphalie est contenue et peut être considérée comme guérie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, sur une population de 12 millions, entre 0,25 et 0,41% des personnes ont une hydrocéphalie. Aujourd'hui, maladie traitable, ces premiers signes devraient pouvoir être détectés par les parents et le personnel soignant à la base. Tout enfant qui naît avec une tête qui est plus grosse que la normale est un enfant suspect. Voilà, on va dire comme ça. Et tout enfant qui fait un syndrome fébrile, chez nous on dirait un accéphalus ou une méningite, cet enfant doit être surveillé de près. Toute augmentation du volume de sa tête doit inciter la maman à se présenter dans les centres de santé. Après l'opération chirurgicale, le neurochirurgien programme un contrôle 3 mois après, mais il aura déjà senti dès le bloc opératoire qu'il a réussi grâce au rétablissement de la communication entre les ventricules. Voilà, l'hydrocéphalie est mal qui se guérit heureusement et c'est sur cette page sport santé plutôt que se referme ce journal.